Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur la cinétique chimique. Donc, en cinétique chimique, nous allons nous intéresser en fait au temps en chimie, à l'évolution au cours du temps d'un système chimique. Alors, au programme dans cette vidéo, nous allons voir donc l'évolution des quantités de matière au cours d'une réaction, les facteurs cinétiques et on finira par la catalyse. Alors, on peut distinguer les réactions chimiques en fonction de leur durée et donc de leur vitesse. Euh, Par exemple, la formation de la rouille est une réaction qui est très lente, qui va mettre des jours, voire des années pour se réaliser. D'autres réactions seront plus rapides, mais resteront relativement lentes. Et enfin, certaines réactions seront quasiment instantanées, et on va les qualifier de réactions rapides. La durée de réaction est quelque chose de relativement simple à définir. En fait, c'est la durée au bout de laquelle les réactifs limitants auront été totalement consommés. Par contre, nous allons voir que de façon expérimentale, c'est plus compliqué à déterminer. Donc, nous allons voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on va s'y prendre pour distinguer ces différentes réactions. Voyons maintenant l'évolution donc des quantités de matière au cours d'une réaction chimique. Alors on va prendre un exemple, des ions iodures qui réagissent avec les ions peroxydisulfate. Alors pour suivre l'évolution de cette réaction, ben, c'est relativement simple, on va tracer un tableau d'avancement. Alors prenons comme exemple à l'état initial, donc 4 moles d'ion iodure et puis 3 moles d'ion peroxydisulfate. Donc, pour ce qui est des produits, bien évidemment, leur quantité de matière est nulle. Donc, en cours de réaction, voilà ce que l'on obtient. Et puis, à l'état final, donc on peut déterminer qu'ici, le réactif limitant, ce sont les ions iodures, et on aura donc un avancement maximal de 2. Donc, à l'état final, il n'y aura plus d'ion iodure, il restera une mole d'ion peroxydisulfate, et puis les quantités de matière de I2 et de SO4-, 2 et 4. On peut représenter l'évolution de ces différentes quantités de matière en fonction du temps. Donc commençons par les ions iodures. Donc au départ, leur quantité de matière est de 4 moles, et puis la quantité va diminuer au cours du temps. Les ions iodures étant ici le réactif limitant, donc on voit qu'ils vont évoluer de façon asymptotique vers 0. Alors on voit ici effectivement la difficulté de déterminer le temps de fin de réaction, puisqu'on a une asymptote vers 0. C'est relativement compliqué de voir la fin de la réaction. On peut représenter de la même façon donc l'évolution des ions peroxydisulfate. Et donc eux vont arriver jusqu'à une mole. De la même façon, on va pouvoir représenter l'évolution des produits. Donc eux, en fait, ça sera une courbe qui sera inversée puisqu'on part d'une quantité de matière nulle et on va jusqu'à la quantité de matière finale. Donc pour suivre l'évolution d'une réaction chimique, eh bien, on pourrait suivre l'évolution soit des réactifs, soit des produits. Mais en fait, le plus simple, bah, ce sera de suivre tout simplement l'évolution donc de l'avancement de la réaction. Donc cet avancement, eh bien, il part de 0 et puis il va aller jusqu'à sa valeur maximale, jusqu'au Xmax. Donc là, on voit bien de nouveau qu'il est difficile de définir, de repérer en fait le temps final de la réaction. Par contre, il est beaucoup plus simple de repérer en fait le temps au bout duquel le Xmax a été divisé par 2. Donc effectivement, on calcule Xmax divisé par 2 et sur notre courbe, on va pouvoir repérer ce temps. Donc ce temps au bout duquel l'avancement est égal à Xmax sur 2, c'est ce qu'on va appeler le temps de demi-réaction. Donc c'est le temps pour lequel l'avancement est égal à Xmax sur 2. Alors attention, le temps de demi-réaction n'est pas le temps de la moitié du temps de réaction.
c'est bien le temps au bout duquel l'avancement est égal à x max sur 2. Alors, parlons maintenant donc des facteurs cinétiques et notamment donc de la température. Sur ce graphique, eh bien, nous allons représenter donc l'évolution de l'avancement d'un système chimique à des températures différentes. Donc dans un premier temps à 15 degrés, à 25 degrés et ensuite à 35 degrés. Donc première chose que l'on peut remarquer, c'est que la vitesse de la réaction va augmenter en fonction de la température. En effet, on voit bien que pour 35 degrés, on atteint plus rapidement l'avancement maximal que pour 15 degrés. Alors, pourquoi effectivement la température est un facteur cinétique? Donc, nous allons le voir avec un exemple. Donc, prenons une réaction où une boule verte réagit avec une boule jaune pour former une boule rouge. Donc sur l'animation, on voit effectivement donc, deux milieux réactionnels, un plus froid et un plus chaud. La température va agir sur l'agitation donc, des différentes molécules et on voit bien que lorsque la température est plus élevée, l'agitation est plus élevée, donc les molécules vont se rencontrer plus souvent, ce qui fait qu'on va obtenir plus rapidement donc, les produits de la réaction. Eh bien, ce facteur cinétique, la température, on peut s'en servir soit pour ralentir les réactions chimiques, c'est l'exemple du réfrigérateur, soit au contraire pour accélérer les réactions, ce qu'on réalise la plupart du temps en synthèse organique, puisque ce sont des réactions qui sont relativement lentes, donc on va chauffer pour accélérer ces réactions. Deuxième facteur cinétique que l'on va étudier, la concentration. Donc là aussi, sur le graphique, on représente l'évolution de l'avancement pour des concentrations différentes pour un des réactifs. Et là aussi, on voit que plus la concentration augmente, plus la réaction est rapide. Alors l'explication est un peu la même que pour la température. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, donc vous voyez en haut, la concentration des boules vertes est plus importante qu'en bas. Et bien vu que les boules vertes sont plus présentes, sont plus concentrées, elles vont rentrer plus facilement en contact avec les boules jaunes et donc former plus rapidement en fait notre produit. Donc les différents facteurs cinétiques qui vont influencer la vitesse d'une réaction, eh bien, on en vient de voir donc la température, la concentration, et puis il y a aussi donc la surface de contact donc entre les différents réactifs. Effectivement, plus la surface de contact sera importante, plus la réaction sera rapide. Nous allons terminer ce cours en parlant de catalyse. Alors on va prendre un exemple. L'exemple de l'eau oxygénée que l'on appelle peroxyde d'hydrogène ou bien sûr oxygène. Alors cette eau oxygénée, en fait, elle est instable et elle va réagir avec elle-même en formant donc de l'eau et du dioxygène. Lorsque vous regardez de l'eau oxygénée chez vous, vous ne voyez pas du tout de formation de ce dioxygène. Vous ne voyez pas de petites bulles qui vont se former. Pourquoi? Parce que cette réaction, en fait, est très lente. Par contre, si on rajoute quelque chose dans l'eau oxygénée, on va voir facilement la formation de bulles. Donc si on rajoute par exemple des ions ferriques, Fe3+, ou de l'argent sous forme solide, ou bien du sang, là la réaction va être beaucoup plus rapide. Donc ce que l'on a rajouté à l'eau oxygénée est ce qu'on appelle un catalyseur. Un catalyseur, en fait, va accélérer la réaction sans être consommé. On ne va pas le voir apparaître du tout dans la réaction, dans l'équation de la réaction. Il existe trois types de catalyse. La catalyse homogène, c'est le cas pour les ions ferriques. La catalyse hétérogène, lorsqu'on en a rajouté de l'argent. Et la catalyse enzymatique, lorsqu'on en a rajouté du sang. Donc maintenant, on va voir un peu plus en détail chacune de ces catalyses. Alors voyons tout d'abord la catalyse homogène.
Quand est-ce que l'on a une catalyse homogène? Ben, lorsque le catalyseur est dans la même phase que les réactifs. Effectivement, ici, on avait des ions ferriques aqueux, donc dans un liquide, et l'eau oxygénée qui est elle aussi liquide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours donc de cette catalyse homogène? Notre réaction de dismutation est une réaction qui est lente. Alors pourquoi, lorsqu'on va rajouter des ions ferriques Fe3+, elle va être plus rapide? Eh bien parce que, en fait, ces ions ferriques vont réagir dans un premier temps avec l'eau oxygénée pour former des ions Fer2. Mais ces ions Fer2 vont aussi réagir avec l'eau oxygénée pour former des ions ferriques Fe3+. Donc en fait, lorsqu'on va faire le bilan de la réaction, eh bien, on va retrouver notre première réaction et les ions ferriques qui se sont transformés en ions Fer2 au cours de la réaction se sont régénérés. Donc au final, c'est comme s'ils n'étaient pas du tout intervenus au cours de la réaction. Alors pourquoi cette réaction avec les ions Fer3 est plus rapide? Eh bien tout simplement parce que les deux premières réactions sont plus rapides. Donc au final, lorsqu'on va rajouter des ions Fer3, ben, notre réaction finale sera plus rapide. La catalyse hétérogène a lieu, elle, quand le catalyseur est dans une phase différente des réactifs. Ben, c'est le cas ici. Donc l'argent est sous forme solide alors que les réactifs sont sous forme liquide. Alors comment ça se passe? Eh bien les réactifs vont être absorbés par la surface donc, du catalyseur. Alors absorber et ne pas confondre avec absorber, c'est-à-dire que là ils vont se fixer à la surface du solide. Ce qui fait qu'ils vont se rencontrer donc plus facilement et pouvoir réagir plus rapidement. Donc ce qui est important dans une catalyse hétérogène, c'est la surface de contact entre le catalyseur et les réactifs. C'est pour ça que très souvent on va utiliser des sortes de mousse pour avoir une surface de contact plus importante. Nous allons maintenant terminer ce cours par la catalyse enzymatique. Les enzymes sont des molécules organiques, en fait ce sont donc des protéines qui interviennent lors de réactions biochimiques. Les enzymes sont en fait des molécules très spécifiques, c'est-à-dire qu'elles ne vont intervenir que dans une seule réaction biochimique. Prenons un exemple, l'exemple de la catalase. Eh bien, cette enzyme ne va intervenir que dans la dismutation de l'eau oxygénée, du peroxyde d'hydrogène, et donc le transformer donc, en eau et en dioxygène. Ces enzymes possèdent en fait des sites actifs sur lesquels vont venir se fixer un seul type de molécule. Donc si on reprend l'exemple de la catalase, eh bien c'est le peroxyde d'hydrogène qui va venir se fixer. Donc on a une molécule de peroxyde d'hydrogène qui vient se fixer, puis une deuxième qui va venir se fixer, et donc l'enzyme va faciliter la réaction biochimique et la transformation donc en eau et en dioxygène. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces réactions biochimiques